Dans l'actualité ce soir, des images en forme de pied de nez à la police. Jean-Pierre Trébert, l'homme le plus recherché de France, a été filmé par des caméras de surveillance, marchant tranquillement dans un village. Il échappe à tous les contrôles depuis 5 semaines. Un nouveau suicide à France Télécom. Un ingénieur de 48 ans, père de 3 enfants, s'est pendu chez lui en Bretagne. Il était en arrêt maladie depuis un mois. Didier Lombard, le PDG, se rend sur place. Nous serons en direct de Lannion. La visite surprise de Nicolas Sarkozy à Gandrange. Il annonce un contrat de construction de rails de TGV. Par ailleurs, dans une interview accordée au Figaro, le président de la République revient sur les polémiques récentes. Notre enquête sur la course mondiale aux terres agricoles. La Chine, l'Inde ou l'Arabie Saoudite louent des régions entières dans les pays pauvres pour assurer leur alimentation. Reportage en Éthiopie et explications sur cette immense partie de Monopoly. En France, le rapport tout en nuances de l'Agence de sécurité sanitaire sur l'impact des téléphones portables sur la santé. Rien ne prouve réellement la dangerosité, mais il y a tout de même des effets. Chacun est donc invité à limiter son exposition aux ondes. Enfin, comment comprendre et apprécier le noir de Soulage? Celui qui est considéré comme le plus grand artiste français vivant a connu le succès avec des tableaux souvent entièrement noirs. Reportage à Beaubourg où une rétrospective lui est consacrée. Bonsoir et bienvenue à tous. Son évasion était rocambolesque, sa cavale est en train de le devenir également. Jean-Pierre Trébert se joue depuis 5 semaines de toutes les polices de France et on apprend maintenant que des caméras de surveillance des forces de l'ordre l'ont filmé en pleine rue, mais sans permettre son arrestation. C'est le Figaro Magazine qui diffuse ces images tournées à la mi-septembre. Franck Genozo. Bâton de pèlerin à la main, son allure tranquille rappelle presque celle d'un promeneur. Jean-Pierre Trébert ne renvoie pas l'image d'un homme traqué, lui qui est pourtant l'homme le plus recherché de France. Ces 2 séries de photos rendues publiques par le Figaro Magazine ont été prises à quelques heures d'intervalle il y a presque un mois par une caméra de surveillance discrètement installée par les policiers dans les rues de Bréau. Et c'est à quelques centaines de mètres de ce petit village qu'ils ont probablement manqué leur cible le week-end dernier dans le bois de Bonbon. Vendredi soir, les hommes du raid l'attendent à proximité de cet arbre gravé d'un cœur. Vers 22 h, une ombre se faufile puis s'enfuit. Les policiers n'arriveront pas à l'intercepter. Cet arbre est visiblement devenu une sorte de boîte aux lettres où le fugitif et son ancienne visiteuse de prison ont pris l'habitude d'échanger du courrier. À tel point qu'hier, nos confrères de France 3 y ont trouvé une nouvelle missive, datée de la veille, cachée sous les feuilles. Quelques mots qui fixaient un nouveau rendez-vous et qui ont été remis aux enquêteurs. Repéré il y a un mois dans les rues de Bréau, raté de justesse il y a quelques jours dans la même zone. 5 semaines après le début de sa cavale, Jean-Pierre Trébert continue à glisser entre les doigts des policiers. Deuxième titre de l'actualité, la série noire des suicides se poursuit à France Télécom. Ce matin, je vous le disais, un homme de 48 ans, un ingénieur, a été trouvé pendu à son domicile à Lannion en Bretagne. Il était en arrêt maladie depuis un mois. Dans un instant, on entendra Didier Lombard, PDG du groupe, qui est arrivé sur place, qui se dit très affecté. D'abord, les images, David Bohéry, Romuald Bonan et Gabriel Camilla. Des salariés sous le choc. Ils viennent d'apprendre la perte d'un de leurs collègues. Un ingénieur âgé de 48 ans, marié et père de 3 enfants. Il s'est pendu ce matin à son domicile. Il était depuis un mois en arrêt maladie. Selon ce délégué syndical, il lui aurait confié son malaise au travail. C'est quelqu'un qui effectivement m'a fait part de l'ensemble des tracasseries auxquelles il était soumis. Donc les mécanismes où le travail des gens est systématiquement nié. De son côté, le tout nouveau numéro 2 du groupe, Stéphane Richard, confirme ce soir que ce geste désespéré semble en partie lié au travail. Un 25e suicide en 20 mois. Ce soir, certains réclament à leur direction un geste fort. Je pense que la direction est face à quelque chose pour lequel on est un opérateur historique et il se passe quelque chose d'historique. C'est aussi simple que ça. Eh bien, ils vont devoir avoir des actions historiques. Point barre. Des salariés à Lannion qui sont en ce moment même avec leur PDG, Didier Lombard. Bonsoir Romuald Bonan, vous êtes en direct précisément sur place. Alors quelle est l'atmosphère là-bas en ce moment?
Eh bien, vous l'imaginez, il y a une très grande émotion. Les gens sont comme sous le choc, comme tétanisés. Depuis qu'ils ont appris ce suicide vers 14 h cet après-midi, ils se succèdent ici sur le site. Ils sont rassemblés, vous le voyez peut-être, ils sont encore rassemblés ici, comme disent-ils, pour se serrer les coudes. Alors tout à l'heure, le président de France Télécom, vous l'avez dit, est arrivé à l'aéroport de Lannion. Il a été accueilli assez dignement, mais avec beaucoup de colère froide, au nom de respecter la personne humaine et le travail des salariés. Il est arrivé ici 5 minutes après. La réunion a été annulée avec les syndicats, des syndicats qui ont quitté la table en demandant, en priant M. Lombard de rester à Lannion jusqu'à demain pour rencontrer l'ensemble des 1300 salariés. Un site où déjà il y a un mois et demi, un premier suicide a eu lieu. Donc des salariés très émus qui ont décidé de se rassembler demain matin en mémoire de ce collègue disparu. Merci Romuald. Alors vous l'avez rencontré, Didier Lombard, le PDG du groupe, à son arrivée à l'aéroport tout à l'heure. On écoute cette toute première réaction. Ma première pensée va à la famille de notre collègue. Alors, vous savez qu'il était marié et qu'il avait 3 enfants. Et donc évidemment, le temps est au recueillement. Je crois que plus que jamais, il faut que nous accélérions l'ensemble des mesures que nous prenons pour sortir de cette spirale infernale, parce qu'il faut absolument arrêter cette vague de suicides qui est en train de frapper l'entreprise. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le sujet. Nous retrouverons éventuellement Romuald Bonan dans le courant de ce journal en cas de nouvelles informations là-bas à Lannion ce soir. Dans l'actualité également, Nicolas Sarkozy qui veut reprendre l'initiative. Il a effectué, je vous le disais, une visite surprise sur le site de Gandrange. Il y a quelques mois, il avait promis aux salariés de revenir et d'annoncer, si possible, de bonnes nouvelles. Alexandre Cara avec notre bureau à Strasbourg. Une visite préparée dans le plus grand secret. Pour le retour de Nicolas Sarkozy à Gandrange, pas question de risquer une manifestation, même les élus ont été prévenus au dernier moment. Au début de la réunion, le préfet nous dit, écoutez, voilà, on va attendre un petit peu parce que dans un quart d'heure, le président de la République arrive. On a d'abord cru à une blague. Mais ce n'est pas une blague. À la sortie, le président explique les raisons de cette visite impromptue. Je suis venu ici il y a quelques jours et j'ai mesuré l'ampleur de la déception qui m'a été signalée par tout le monde parce que je n'étais pas venu à Gandrange et que je n'étais pas venu à Metz. Vous-même, les médias, vous l'avez... Je me suis dit, dans le fond, j'ai fait une erreur. Certains participants de la réunion avancent une toute autre explication. C'est un coup de pub, quoi. Tout simplement un coup de pub. Il pourra dire « Je suis revenu à Gandrange ». En février 2008, Nicolas Sarkozy avait promis de maintenir l'activité de l'usine ArcelorMittal. 13 mois plus tard, le site métallurgique a fermé officiellement ses portes. Aujourd'hui, le président de la République est venu confirmer le plan de revitalisation de la région. Un contrat de 300 millions d'euros pour une usine métallurgique d'une ville voisine et la création d'une centaine d'emplois. Après Gandrange, c'est sur le chantier du futur centre Pompidou de Metz qu'il revient sur les polémiques des derniers jours. C'est tellement agréable d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, de discuter. C'est tellement déconnecté de toutes ces polémiques qui font prendre tant de retard à notre pays. Avant de partir, Nicolas Sarkozy a promis une nouvelle fois qu'il reviendrait très vite dans la région. Et ce soir, le Parti socialiste qualifie cette visite, je cite, d'astuce politique. Alors le chef de l'État a-t-il voulu reprendre la main après les dernières controverses? Il a également, en tout cas, et dans le même temps, accordé une interview à nos confrères du Figaro, où il revient sur les sujets qui ont fait l'actualité. Valérie Astruc. Éteindre les polémiques, objectif numéro 1 pour Nicolas Sarkozy. D'abord, la polémique sur son fils Jean, critiqué pour vouloir prendre la tête de l'établissement de la Défense. La présidence de l'EHPAD est un poste non rémunéré. Il ne s'agit donc pas d'une prébende, c'est une élection, il ne s'agit donc pas de népotisme. À travers cette polémique, qui est visé, ce n'est pas mon fils, c'est moi. Autre polémique, Frédéric Mitterrand. Là aussi, Nicolas Sarkozy apporte un soutien clair à son ministre. Je ne laisserai donc personne assimiler homosexualité et pédophilie. C'est un retour au Moyen-Âge qui fait honte à ceux qui ont employé cet argument. Quant à la polémique sur le procès Clearstream, Nicolas Sarkozy avait qualifié les prévenus de coupables. Juge indépendant. Le mieux à faire est de laisser se dérouler ce procès, de faire confiance à la justice et de s'abstenir de tout commentaire. J'aurais été mieux inspiré de le faire dès le début.
que c'est une erreur de viser toujours le prix. Dernière polémique, le projet de cagnotte scolaire qui récompenserait l'assiduité des élèves. Je veux dire ma grande réticence à envisager une récompense financière pour les élèves qui renonceraient à l'absentéisme. Je ne peux accepter qu'on puisse récompenser des élèves simplement parce qu'ils vont à l'école. Autre actualité de cette journée, ce braquage en plein jour au Crédit municipal de Grenoble. Plusieurs hommes lourdement armés ont fait irruption dans l'établissement. Le butin estimé est très lourd, 3 millions d'euros. Karine Komadzi. Le braquage a duré moins d'une demi-heure. C'est la fin de matinée. Il n'y a pas de clients dans la banque lorsque soudain 4 à 6 hommes surgissent. Armés de fusils mitrailleurs, ils se font remettre le contenu des coffres avant de bander les yeux et de menotter les employés encore choqués. Puis ils prennent la fuite à bord de 2 voitures. Ils viennent de s'emparer de près de 3 millions d'euros sans tirer un coup de feu. Un casse bien préparé. Selon ce voisin, les braqueurs auraient pénétré dans la banque par ce local en chantier. On se trouve juste au-dessus de la banque. Sachant que j'ai un ascenseur qui est commun avec l'ascenseur interne qui permet d'aller à la banque. Dans les coffres, il y avait de l'argent, mais surtout des bijoux déposés en gage par des clients en difficulté. C'est la crise, déjà je pose mes bijoux et après en fait je m'aperçois qu'ils sont encore... j'ai plus de bijoux en fait des fois. Voilà, alors ça fait que je perds tout. Les enquêteurs de la police judiciaire vont tenter maintenant d'évaluer le montant exact du butin. En bref, sachez que la justice a finalement refusé la demande d'une veuve qui souhaitait obtenir la restitution du sperme congelé de son mari décédé afin de se faire inséminer. Elle indique qu'elle va faire appel de cette décision. Le couple avait entamé une démarche de fécondation assistée. On en vient à l'économie avec un aspect peu connu de la mondialisation et qui vient de faire l'objet d'une étude de l'ONU. Comme le pétrole, comme le gaz, les terres agricoles sont en train de devenir une ressource rare. Une gigantesque partie de Monopoly est engagée à l'échelle de la planète. Certains pays riches ou les puissances émergentes, Chine, Inde ou Arabie Saoudite notamment, louent des territoires, des régions entières pour produire du blé, du maïs, d'autres céréales. Cible prioritaire, l'Afrique. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux en Éthiopie. Dominique Derda, Frédéric Ranck. Du haut de la colline, la vue est imprenable. Tout ça, là, devant vous, c'est à nous. 10 918 hectares d'un seul tenant que la société indienne Karuturi loue pour une bouchée de pain, 7 € à peine par hectare et par an. Ici, on peut tout faire pousser, le maïs, le tournesol, le coton, les légumes et bien entendu le riz. Là où depuis des générations il n'y avait que des pâturages, des ingénieurs agronomes venus du sud de l'Inde testent différentes variétés de maïs. La première récolte est pour bientôt, elle s'annonce excellente. Vous voyez, la formation des graines est idéale. Le climat, le sol conviennent parfaitement. Et puis ici, il y a très peu de maladies, de parasites. Bien moins que chez nous en Inde. Quand les Indiens sont arrivés avec leurs tracteurs flambant neufs et leurs machines agricoles dernier cri, ils ont été reçus à coups de pierre par les villageois furieux d'avoir été chassés de leurs terres. Désormais, il y a des gardes armés à l'entrée de la ferme. On sait bien que la terre a toujours appartenu à l'État. Mais si on ne peut plus y mener nos bêtes, j'espère qu'au moins on nous donnera du travail. Les Indiens ont d'abord recruté un cuisinier auquel ils ont enseigné les secrets du curry. En quelques mois, ce sont pas moins de 500 personnes qui ont été embauchées et qui, peu à peu, sous la houlette de ces formateurs, apprennent les rudiments de l'agriculture moderne. La tension a fini par retomber. Mais au village de Betchera, on est impatient de voir se réaliser tout ce qu'ont promis les nouveaux arrivants pour amadouer les plus réticents. Ils nous ont dit qu'ils allaient goudronner la route, mettre l'électricité partout, creuser des puits. On attend toujours. S'il en est un qui, lui, se réjouit de voir ces étrangers faire le siège de son bureau, c'est bien le directeur des investissements extérieurs au ministère de l'Agriculture à Addis Abeba. Sur 74,3 millions d'hectares de terres agricoles potentielles dans notre pays, seuls 11 millions d'hectares sont actuellement cultivés. Pour le reste, nous recherchons activement des investisseurs, des gens qui nous apportent une technologie moderne.
L'Éthiopie a de la terre à revendre ou plutôt à louer. Le bail selon les régions va de 30 à 70 ans. Nous sommes ici chez un richissime entrepreneur saoudien, le cheikh Mohamed Al-Amoudi. Il a investi dans ce pays pas moins de 15 millions d'euros pour produire des légumes et des fruits de premier choix qu'il exportera dès cet hiver vers les pays du Golfe. C'est à un Hollandais que le cheikh a demandé de concevoir cette serre de 20 hectares dont le système d'arrosage est entièrement géré par ordinateur. Ce serait complètement contre nature d'essayer de faire pousser des tomates dans le désert d'Arabie, alors que ce pays, lui, est un véritable paradis pour l'agriculture. Ils sont de plus en plus nombreux venus d'Asie ou du Moyen-Orient à chercher en Afrique des terres où produire à moindre coût de quoi nourrir leur population ou bien tout simplement pour réaliser de copieux bénéfices. L'Éthiopie, qui a besoin d'argent, d'emploi et de savoir-faire, leur déroule le tapis rouge et les accueille à bras ouverts. D'ici 3 à 5 ans, au rythme où vont les choses, toutes les terres disponibles auront été distribuées. Mais le gouvernement éthiopien entend bien malgré tout rester maître chez lui. Au ministère de l'Agriculture, on prévient que les étrangers qui ne tiendraient pas leurs promesses seraient fermement priés de quitter la place. Voilà, alors pour en savoir plus, Étienne Lénart nous a rejoint. Bonsoir Étienne, quelle est exactement l'ampleur de cette ruée mondiale vers les terres agricoles ? C'est un système, David, qui se développe très rapidement depuis 3 ans. 30 milliards d'euros échangés en 2008. Le principal continent concerné, c'est bien sûr l'Afrique. L'Éthiopie, on vient de le voir, 18 000 hectares loués. Un pays comme le Mali en loue 100 000 chaque année. Le Soudan, on sait qu'il y a au Soudan une famine grave, loue chaque année 1 500 000 hectares de ses terres agricoles. Et les deux champions, la Zambie et la République démocratique du Congo, 2 800 000 hectares, c'est l'équivalent d'une région comme l'Auvergne. D'autres pays ailleurs s'inspirent de l'exemple africain. C'est le cas du Brésil par exemple, ou plus près de chez nous, de la Russie et également de l'Ukraine. Étienne, qui loue ces terres et pourquoi exactement ? Alors les États propriétaires le font parce qu'ils ont besoin d'argent et les États locataires le font soit parce qu'ils ne produisent plus assez chez eux pour nourrir leur propre population, soit pour produire et revendre ailleurs. On trouve des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, 500 000 hectares, les Émirats Arabes Unis, la Corée du Sud et champion des champions, la Chine, 2 750 000 hectares loués chaque année à l'étranger. Tout cela se fait sans aucune transparence et au détriment des populations locales qui bien souvent ne sont pas associées au projet. Merci Étienne Lénart. L'économie encore, faut-il s'en réjouir ou le déplorer? 1 an tout juste après la crise financière, les banques d'affaires américaines viennent de communiquer leurs résultats financiers. Elles ont non seulement égalé, mais même dépassé les niveaux de profit et de bonus de l'année 2007. L'exubérance tant dénoncée est de retour. Jean-Paul Chapelle, Frédéric Delarue. À Wall Street, c'est l'euphorie. Le Dow Jones a dépassé hier soir les 10 000 points pour la première fois depuis 1 an. Euphorie surtout parce que les traders et banquiers s'apprêtent à toucher des bonus sans précédent. Des rémunérations totales de 140 milliards de dollars, c'est plus que le précédent record, 130 milliards avant la crise. Premier au hit parade, Bank of America, JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs. En moyenne, chaque employé de ces banques touchera cette année l'équivalent de 95 600 €, 1 000 € de plus que l'an dernier. La finance américaine renoue avec ses pires excès. Le pire, c'est que les banquiers qui ont été aidés par les États gagnent de l'argent dans les activités les plus spéculatives. Ce n'est pas en prêtant de l'argent aux entreprises ou aux ménages qui gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent en faisant à nouveau des opérations hyper spéculatives. 3 semaines après le sommet du G20, la régulation du système bancaire montre ses limites. À Pittsburgh, les chefs d'État n'avaient fixé aucun plafond pour les bonus. La plus grande surprise est venue de JP Morgan. Ses revenus ont pratiquement doublé au 3e trimestre, des résultats salués par les boursiers. C'est un signal très positif, pas seulement pour JP Morgan, mais aussi pour tout le secteur et donc pour l'ensemble des marchés financiers. Même optimisme à Paris et sur les autres places financières d'Europe. La bourse retrouve ses niveaux de l'an dernier. Les investisseurs retrouvent le goût du risque. Bonsoir Alain Chalvran, vous êtes en direct de Washington. Est-ce que ces chiffres faramineux suscitent des réserves ou des critiques aux États-Unis ? Oui, la Maison-Blanche, par exemple, met en garde Wall Street contre un retour aux excès d'antan. Et le Congrès menace même d'ouvrir une enquête
sur ces bonus. Il faut dire que le contraste entre cette euphorie de Wall Street et la morosité qui règne dans l'Amérique profonde est saisissant. C'est que les conséquences sociales de la crise sont plus fortes que jamais. Le chômage frise maintenant les 10%. Et vous savez, cette fameuse crise des mortgages, du crédit immobilier, eh bien, elle est loin d'être terminée, loin d'être terminée. Aujourd'hui, c'est un ménage sur 10 qui a du mal à rembourser son crédit et qui est donc menacé d'expulsion, hiver ou pas hiver, ici, il n'y a pas de pitié. Alain de Chalvron à Washington, merci Alain. Alors vous le disiez, il faut dire que dans le même temps, l'économie réelle, entre guillemets, est loin d'être sortie de la crise. En France également, mais ces difficultés, ces faillites, vous allez le voir, sont aussi une aubaine pour une génération d'hommes d'affaires spécialisés dans la reprise d'entreprises. Voici l'exemple de celui qu'on appelle parfois le Bernard Tapie des années 2000, même s'il s'en défend. Il s'appelle Louis Pétier, il a déjà racheté des dizaines de sociétés. Reportage Romain Boutilly, Vincent Barral. Bonjour. Il fait le tour du propriétaire, l'usine DMC en Alsace. Ça bosse là. Il y a un an, il l'a sauvé de la faillite et pourtant... Vous êtes courageux, ça je savais. Ça va bien. Vous savez qui c'est précisément ce monsieur? Je crois que c'est le grand patron de Krief, je ne suis pas sûre. Elles ne l'ont jamais vu car Louis Pétier n'est pas un patron comme les autres. Il est ce qu'on appelle un repreneur. En 3 ans, à son tableau de chasse, une vingtaine de sociétés, dans l'automobile, les meubles ou la distribution. Toutes rachetées en faillite pour une bouchée de pain, mais n'allez surtout pas lui dire qu'il profite de la crise. Nous ne sommes pas des fonds d'investissement, nous ne sommes pas des financiers, nous sommes des industriels, nous aimons les produits, nous aimons la production en France, nous croyons que l'on peut réindustrialiser la France. Louis Pétier est pourtant loin d'être un philanthrope. En général, il s'associe à des investisseurs du Moyen-Orient qui apportent les 3/4 des fonds. Et sa recette, c'est de réduire les coûts. Ici à DMC, un tiers des salariés a été licencié, seuls les ouvrières ont été gardés. Ce bâtiment, qui abritait les 60 cadres, est aujourd'hui vide. Désormais, ils ne sont plus que 3 à partager ces petits bureaux. Alors, ça fait plaisir de vous voir. 1 an après son rachat, DMC renoue avec les bénéfices, mais les salariés restent méfiants. On ne vous a pas fait confiance pour rien, on vous a fait confiance parce qu'il y a 254 emplois de sauvés. On espère en sauver d'autres, en créer d'autres demain, mais il faut pérenniser ce qui est là. Car sa méthode en rappelle une autre, celle d'un certain Bernard Tapie, au début des années 80. Un don, remettre sur les rails les entreprises boiteuses. Au total, une douzaine sauvées de la faillite. Ni Tapie ni Zorro, c'est ridicule, les époques ne sont pas les mêmes et nous gardons nos entreprises. Beaucoup de tribunaux de commerce lui ont reproché son manque de sérieux sur le plan financier. C'est-à-dire que souvent ce n'est pas lui qui apporte les fonds, ce sont ses partenaires. Et en plus ces fonds-là, dans beaucoup d'entreprises qu'il a rachetées, n'arrivent pas. Chez Eliès par exemple, ça fait 2 mois qu'ils attendent. En janvier dernier, Louis Pétier veut racheter Dapta, une entreprise d'outillage dans le Puy-de-Dôme. Ce syndicaliste mène une enquête sur le projet de reprise et il découvre que l'homme d'affaires a surestimé la valeur des machines qu'il apportait. Au tribunal, le groupe Krief avait dit qu'ils apporteraient pour 2 millions d'euros de machines-outils. On s'est aperçu que ces machines étaient dans une société du groupe ailleurs. Elles ne tournaient pas, elles valaient comptablement 0 et ils nous les revendaient 2 millions d'euros. Rien d'illégal, se défend l'homme d'affaires. Mais 24 heures après, faute de soutien des salariés, il se retire du projet. Pour l'heure, il est candidat au rachat de la maison de couture Christian Lacroix. La réponse du tribunal est attendue le 20 octobre. En quelques années, Louis Pétier s'est construit un petit empire et tient aujourd'hui entre ses mains le sort de 4500 salariés. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre, faut-il se méfier des téléphones portables? L'agence de sécurité sanitaire a fait la synthèse de dizaines d'études et vient de livrer sa réponse. Rien n'échappe au business en Chine. Nous verrons comment le temple de Shaolin, berceau du Kung-Fu il y a 2500 ans, est devenu une entreprise très lucrative. Enfin Pierre Soulages, mode d'emploi. Beaubourg consacre une rétrospective au fameux tableau noir du célèbre artiste français. Et d'abord, cette nouvelle polémique sur la transparence dans le nucléaire
nucléaire français. Le site de Cadarache est mis en cause pour avoir ignoré ou sous-estimé les dépôts de plutonium dans ses ateliers en cours de démontage. Officiellement, la sécurité n'est pas en cause, mais les travaux ont donc été suspendus. Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, parle de scandale. Le Parti socialiste et les Verts demandent une commission d'enquête parlementaire. Autre sujet moins délicat, mais très sensible également concernant l'environnement, les effets du téléphone portable. Depuis des mois, on en a parlé ici même, les avis contradictoires se succèdent. Eh bien, l'Agence de sécurité sanitaire a fait la synthèse de dizaines d'études. Le résultat est, disons, très nuancé. Gilles Marinet, David Fossard. Sur des pylônes ou sur les toits, la France compte 70 000 antennes relais. Le téléphone mobile, 52 millions d'appareils et il y a le Wi-Fi. Les ondes nous envahissent au point que certaines personnes proches des antennes se plaignent de maladies et de stress. Les radiofréquences sont-elles une menace pour la santé? Un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire et de l'environnement admet pour la première fois l'existence d'effets sur l'organisme. Des effets sur la santé, sur le corps humain, qui sont tout à fait avérés. Ces effets sont encore des effets relativement ténus. Il faudra encore les confirmer, il faudra encore trouver des mécanismes d'action pour savoir s'il y a vraiment quelque chose derrière. Le discours reste prudent, car si les effets existent, rien ne prouve actuellement qu'ils conduisent à des maladies. Alors, en l'absence de certitude, peut-on au moins se protéger des antennes relais? Un seul moyen, baisser la puissance d'émission, ce que recommande l'AFCET, mais jusqu'à quel niveau? Certains écologistes réclament un seuil à 0,6 volts par mètre contre 41 aujourd'hui. Impossible, répondent les opérateurs, sinon le système ne fonctionnerait plus. Enfin, quelles précautions prendre avec les portables? Le cerveau, notamment celui des enfants et des adolescents, absorbe les ondes. La solution, décoller l'appareil de la tête, utiliser l'oreillette. L'AFCET recommande également l'affichage systématique dans les magasins du DAS. Autrement dit, le taux d'exposition aux ondes, il est en effet très variable d'un téléphone mobile à l'autre. À l'étranger, une question qui dérange. L'embuscade meurtrière qui avait coûté la vie à 10 soldats français en Afghanistan il y a un an aurait-elle pu être évitée? Selon le Times de Londres, nos forces armées ont été frappées parce que les militaires italiens qui les avaient précédés sur ce terrain-là ne leur avaient pas dit qu'ils payaient les talibans pour maintenir la paix dans la région. Des révélations démenties par l'Italie mais qui suscitent le malaise. Dorothée Oliéric avec notre bureau à Rome. Ces 10 militaires français sont tombés en Afghanistan le 18 août 2008. Selon le quotidien britannique, le Times, ils sont morts parce que les Français n'ont pas versé d'argent aux talibans. Des allégations terribles publiées sur la foi de témoignages anonymes d'officiers de l'OTAN. Le journaliste du Times le certifie, les Italiens qui étaient sur la base avant les Français versaient aux insurgés des milliers de dollars pour assurer leur propre sécurité. Pourquoi les Italiens ont versé cet argent aux talibans? C'est parce que le gouvernement italien n'avait que peu de soutien pour cette guerre de la part de la population. L'Italie, qui a perdu 22 hommes en Afghanistan, a démenti avec force et indignation les accusations du Times. Les informations publiées aujourd'hui dans le Times sont, je le confirme, bonnes à mettre à la poubelle. Le porte-parole de l'armée française reste prudent dans cette affaire. Nous n'avons pas d'éléments qui permettent de confirmer ce qu'a dit le Times ce matin. Est-ce qu'il est d'usage de payer pour assurer la sécurité en Afghanistan? En tout cas, ce n'est pas un usage français. Payer, les forces de l'OTAN le font parfois sur le terrain comme ces Américains. Des milliers de dollars sont versés aux chefs de village en échange de renseignements, mais jamais directement aux talibans. Cela reste en tout cas ce soir la version officielle. Le résultat de la question de la semaine, je vous en rappelle l'intitulé « Approuvez-vous l'attribution du prix Nobel de la paix à Barack Obama ?» Résultat, eh bien la réponse est non à 51,6%, oui 48,4%. Vous avez été plus de 15 000 à répondre. Merci à tous. On reste à l'étranger avec une tradition vieille de 2500 ans en Chine et qui est en train, vous allez le voir, de prendre un virage spectaculaire, à l'image d'ailleurs du pays tout entier. Nous partons pour le monastère de Shaolin. C'est là-bas qu'est né le kung-fu, un art martial, un art de vivre aussi. Eh bien, il y a le mythe et la réalité d'aujourd'hui. Les moines sont devenus des hommes d'affaires. Le kung-fu, un spectacle qui s'exporte. Visite guidée, Pascal Golomer, Sylvain Guillaume. C'est l'image que le temple de Shaolin aime tant présenter.
Un lieu sacré, riche d'une histoire de 15 siècles, où les moines bouddhistes acquièrent la sagesse en pratiquant le kung-fu. Image diffusée désormais dans les médias du monde entier. Et lorsque nous venons nous-mêmes filmer ces moines au temple, pas de kung-fu, ni même de bonjour, ils sont trop occupés à tenir les boutiques de souvenirs. Interdiction d'utiliser leur image gratuitement. Car Shaolin est devenu lieu de tourisme et de commerce. 2 à 3 millions de visiteurs chaque année, curieux de découvrir ce qu'ils ont vu si souvent à la télé et au cinéma. Le kung-fu, c'est l'une des traditions de la culture chinoise. Et Shaolin est l'endroit qui illustre le mieux cette tradition. C'est la première fois que je viens à Shaolin pour voir les démonstrations de kung-fu. Mais il n'y en a pas ici? Il n'y en a pas? Ah, c'est dommage. Nous surprendrons tout de même quelques jeunes à l'entraînement, car le temple a son propre centre de formation au kung-fu. Mais cela n'a rien à voir avec la méditation. Ils rejoindront bientôt la troupe qui parcourt les grandes capitales pour présenter le spectacle Shaolin. L'homme derrière cette mutation, c'est lui, Choi-Yong-sin, le moine supérieur depuis 10 ans. Il nous reçoit dans son bureau, au milieu du temple, mais à l'abri du public. Ses détracteurs l'accusent d'avoir vendu son âme aux capitalistes, d'empocher des fortunes. Lui dit ne faire que son devoir. Si on ne fait rien, tout le monde va vouloir utiliser l'image de Shaolin, et parfois mal l'utiliser. Donc il faut mieux que nous le fassions nous-mêmes. Et l'argent que nous gagnons, grâce à cela, permet de couvrir nos dépenses, mais nous n'avons vraiment pas beaucoup d'excédents. Choi-Yong-sin compte bien continuer à développer la marque Shaolin, en reprenant des temples à l'abandon, ou en créant de nouveaux un peu partout dans le monde. Mais il le fait, dit-il, uniquement au nom du rayonnement du kung-fu et du bouddhisme zen. De la peinture maintenant avec une rétrospective de celui qui est considéré comme le plus grand artiste français vivant, Pierre Soulages, 90 ans. Signe particulier, ces tableaux sont noirs, parfois entièrement noirs. À Beaubourg, reportage Christophe Hérault, Yann Moine. Nous sommes au 6e étage du centre Pompidou. Là, ça se sent très bien. Là. Une semaine avant l'ouverture de la rétrospective Pierre Soulages. Alors là, on pensait en mettre 2, parce qu'elles sont très courtes. Le peintre est là, vigilant aux moindres détails. C'est possible qu'il soit un peu basse, celle-ci. Ah bon? Et bien sûr, à la lumière, cette lumière qui éclaire ses œuvres. Ah, là, ça va. Il faut peut-être lui donner de la lumière. Oui. Moi, je trouve que c'est pas assez éclairé, c'est tout. Éclairer comment? Toute la peinture de Soulages est dans cette question du noir, de sa lumière et de sa matière. Alors ça c'est la salle où les peintures ne sont pas éclairées. Dans la salle numéro 2, les œuvres de jeunesse, 1946-1948, 60 ans plus tard, Soulages suit minutieusement les travaux d'accrochage. Il faut le remonter là. Non, c'est coupé en haut là. Si Pierre Soulages prend tant de soin à éclairer ses toiles, c'est qu'elles s'animent sous la lumière. La toile devient source de reflets, de matière, de poésie. En fait, on n'y voit pas que du noir. Le pot avec lequel je peins, c'est le noir. Mais en réalité, c'est la lumière qui importe. C'est la lumière réfléchie par les états de surface du noir. Ce noir, Soulages l'obtient en étalant à la lame et à la brosse cette acrylique épaisse qu'il aime à malaxer. Le 24 décembre prochain, il aura 90 ans, mais loin de lui l'idée d'abandonner l'atelier. Je vais vous dire la vérité, les rétrospectives, je n'aime pas. Je préfère penser à ce que je vais faire demain. Alors demain, il va repartir vers le sud, vers Sète. Son atelier est face à la Méditerranée. Encore une fois, une histoire de lumière pour continuer cette œuvre, celle du noir qui est sa couleur. Football, image d'une belle victoire, même si c'est une victoire pour rien hier soir. France 3, Autriche 1, but signé Benzema, Henry sur penalty. Et dans quelques secondes, Gignac, toujours très volontaire. L'adversaire des Bleus pour les barrages sera connu lundi. Il s'agira de l'Ukraine.
de l'Irlande, de la Bosnie ou de la Slovénie. Image aussi de l'Argentine qui a obtenu in extremis son billet pour ce mondial en Afrique du Sud. 1-0 face à l'Uruguay, but marqué à 5 minutes de la fin du match. Maradona, l'entraîneur, a sauvé sa tête. Il ne s'est pas privé de faire la leçon aux journalistes qu'il avait un peu enterrés avant l'heure en des termes très crus qu'on ne saurait répéter à cette heure-ci de la soirée. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, un nouveau suicide à France Télécom. Un ingénieur de 48 ans, père de 3 enfants, s'est pendu chez lui en Bretagne. Et il était en arrêt maladie depuis un mois. Didier Lombard, le PDG, s'est rendu sur place. Il se dit très affecté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young, du beau et du froid. 20h35, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly. Demain 13h, Élise Lucet. 20h, Marie Drucker. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.